Mes chers camarades, bien le bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour cette cinquième partie, je fais comme passe-partout comme ça, cinquième partie du Titanic en Lego. Et ce soir, nous sommes de nouveau accompagnés par le camarade Eastony. Bonsoir. Bonsoir. Donc ce soir, on a d'autres pistes à explorer. Hier, on a pu parler un petit peu de toutes les théories conspirationnistes qu'il y a pu avoir autour du naufrage du Titanic. On s'est également intéressé à la construction du Titanic, à ses infrastructures. On a pu visiter ensemble via des photos la première, la seconde, la troisième classe. On a débriefé ensemble également le naufrage et un peu la technologie aussi qui était embarquée à bord de ce fantastique navire. Et ce soir, on va pouvoir revenir plus précisément sur des portraits de passagers pour vous montrer un petit peu la pluralité des profils qui ont pu embarquer là-dessus. Avec la main gauche nous dit on a parlé du petit bébé. En effet, n'en parlons plus. On va parler d'autres protagonistes et on va parler aussi de la découverte de l'épave parce que c'est quand même une aventure en soi, non, camarade? Ah bah oui, c'est-à-dire qu'il y a des histoires de sous-marins nucléaires là-dedans, entre autres. Donc ouais, il y a du sympa. Alors je sais pas si on commence par ça ou si on se ménage un peu plus de suspense avant de s'y attaquer. Mais c'est aussi une histoire assez intéressante avec des secrets cachés derrière d'autres secrets. Et puis aussi des hurluberlus qui cherchent l'épave pendant des plombes sans la trouver. Il y a vraiment tout un tas de trucs intéressants, donc on va peut-être pouvoir parler de ça après, ouais. Comme vous voulez commencer. Ah tiens, il y a une question juste pendant ce temps sur le coffre-fort du navire. Oh. Et est-ce qu'il y a des trésors au fond de l'océan? Alors on a récupéré pas mal de bijoux qu'on a remontés. Mais qui du coup n'étaient probablement pas dans le coffre-fort, plutôt on les a retrouvés sûrement dans le champ de débris plutôt, mais on en a retrouvé quelques-uns. Après le problème c'est qu'alors effectivement la plupart des passagers pouvaient mettre leurs bijoux, ceux qui voulaient pas utiliser à bord, dans le coffre-fort du commissaire de bord. On a effectivement retrouvé un coffre-fort sur l'épave. Bon, on pense que c'était plutôt le coffre-fort qui servait à recontenir la recette d'un des restaurants, donc ça n'a certainement aucun rapport. Et puis de toute façon, il n'y avait plus de fond, donc il n'y avait plus non plus le contenu. Mais par contre, de toute façon, en fait, le coffre-fort, si on retrouvait effectivement le coffre-fort du commissaire de bord, on ne trouverait pas grand-chose dedans, puisque pendant le naufrage, une des fonctions justement du commissaire et de ses assistants a été de transférer tout ça dans des sacs. Pour essayer éventuellement de les évacuer. Puis finalement, ça n'a pas été évacué. Donc ça a sûrement coulé avec le navire là aussi. Mais pour dire où c'est plus compliqué. Alors je crois justement qu'on a récupéré une sacoche avec des bijoux dedans. Donc c'est peut-être un de ces sacs là qu'on a récupéré. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas tout récupéré. Et alors après, il y a des spéculations parce que la cale contenait des marchandises. Et parmi les marchandises, alors je crois qu'il y avait une histoire de diamants d'une compagnie minière africaine. Et il y a aussi des spéculations sur peut-être qu'il y avait de l'or, mais qu'il y aurait des délais avant que ça soit déclaré officiellement, et donc peut-être qu'aujourd'hui encore, ça n'est pas encore officialisé, mais enfin c'est très peu probable. Mais par contre, il y a eu d'autres naufrages avec des paquebots qui transportaient des cargaisons d'or. Et en général, quand on savait qu'il y avait une cargaison d'or, on déployait quand même pas mal de moyens pour aller la récupérer dès que possible, si l'épave était pas trop profond, quoi. On déconnait pas avec ça. Donc voilà. Mais en tout cas, dans le Titanic, bon. Là, on imagine que même si ça avait été le cas, ça aurait été une autre paire de manches. Voilà, là pour descendre chercher le Titanic, ça aurait été assez emmerdant à l'époque. De toute façon, ça aurait été impossible. Et puis même aujourd'hui, en fait, je pense que si vous descendez sur le Titanic pour y chercher des trésors, le problème c'est que vu le prix que ça coûte pour y descendre, c'est pas sûr que ce soit très rentable. Ouais, on rappelle, hein, c'est combien de profondeur? 3400 mètres on est presque à 4 km, ouais. Donc c'est plusieurs heures de descente. Et ça se chiffre, je pense, à
plusieurs milliers de dollars la minute de descente, hein, donc on est vraiment sur du truc très très cher. Ouais. Ça d'ailleurs, est-ce qu'il y a des commémorations autour du Titanic chaque année? Assez fréquemment, oui. Alors il y a notamment par exemple les gardes-côtes américains déposent une gerbe chaque année à cet endroit-là parce qu'il y a ce qu'on appelle la patrouille internationale des glaces notamment qui est chargée de surveiller les glaces pour signaler leur position à tous les navires. Et donc comme cette patrouille a été créée dans la foulée du naufrage, ils déposent chaque année une gerbe notamment. Puis après, bon, il y a des associations qui font comme la nôtre d'ailleurs. Nous, on se réunit chaque année à peu près au moment de l'anniversaire pour faire notre assemblée générale en fait. Et du coup, il y a souvent des commémorations, mais les associations anglophones sont encore plus là-dedans. Moi, il y a 2 ans maintenant, je crois, un peu plus, je suis allé justement à une de ces commémorations à Southampton, la ville d'où est parti le Titanic. Et on était plusieurs associations, il y avait des Français, des Allemands, des Anglais. Il y avait eu un dépôt, là, pour le coup, de fleurs au quai d'où était parti le Titanic, justement, qui existe encore. Donc oui, il y a des commémorations et puis il y a beaucoup de mémoriaux en fait dans le monde. C'est assez impressionnant. Alors surtout dans des villes, Southampton par exemple, qui est une ville d'où venait une bonne partie de l'équipage. Du coup, il y avait beaucoup de gens qui ont été endeuillés. D'ailleurs, c'est spectaculaire dans le musée de Southampton, qui est beaucoup consacré à l'équipage. Il y a une salle où on a au sol un plan de la ville, avec des points rouges pour indiquer tous les foyers qui ont été endeuillés par le naufrage. Et il y a des rues entières qui sont peintes en rouge, en fait. Parce que t'as certaines rues où, dans toutes les maisons, il y avait quelqu'un qui était lié à une personne morte à bord du Titanic. Parce que l'équipage était très nombreux à vivre là-bas. Et du coup, là-bas, tu trouves des monuments, des plaques dans différentes églises. T'as des monuments, alors t'en as un pour les stewards, t'en as un pour le personnel de tel restaurant. T'as comme ça pas mal de choses. Et puis, dans différents autres endroits, notamment les sépultures aussi. Alors ça, autant les rescapés que les victimes. Mais bon, ça, c'est les sépultures qui ont été préservées, évidemment, parce qu'il y en a aussi qui, un siècle plus tard, ont disparu. Donc, voilà, ouais. Et je me posais une question, justement, sur une certaine forme un peu glauque de commémoration qui est les produits dérivés, les goodies. Est-ce qu'il y a eu un business du Titanic et de la mémoire du Titanic oui. Et à partir de quand en fait? Est-ce que ça a démarré juste après? Est-ce qu'il a fallu un peu de temps? Oui, ça a commencé juste après. Alors, juste après, ça a commencé d'abord par les bouquins. C'est-à-dire qu'il y a eu ce qu'on appelle des instant books. C'est un peu ce que tu as trouvé, par exemple, dans les librairies juste après la campagne présidentielle. Là. Les bouquins qu'on a écrits vraiment à l'arrache en quelques jours parfois et qui sont publiés vraiment à la chaîne pour surfer sur l'événement. Il y en a un notamment par Logan Marshall qui est sorti juste dans la foulée du naufrage et qui a dû être édité à telle quantité que aujourd'hui encore, tu vois, t'en trouves pour une bouchée de pain parce que des exemplaires qui datent de 1912 parce que ça a été publié à très 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 grande échelle. Et puis alors à l'époque, par exemple, ils avaient fait aussi beaucoup. On trouve alors des cartes postales. Ça a été fréquent même, qui retouchent des cartes postales qui représentaient d'autres navires qui parfois ressemblent pas du tout au Titanic, mais en écrivant Titanic dessus pour être sûr que la carte se vende un peu plus. Il y a eu des partitions musicales aussi, de Plus près de toi mon Dieu, qui étaient vendues avec une photo du Titanic pour faire du business là-dessus. Ah, c'est ça. Donc c'était voilà. Alors après bon, la limite entre business et hommage, elle est toujours un peu ténue, donc on peut pas juger de la sincérité des gens derrière. Mais voilà, c'est sûr qu'il y a des trucs qui ressemblent un peu au mec qui avait déposé la marque Je suis Charlie, quoi. Donc c'est vrai qu'on l'oublie souvent ça, mais c'est vrai en plus. Ah la vache, j'avais voilà. zappé. Et il y a avec le temps évidemment ça s'est développé. Alors aujourd'hui on a beaucoup de goodies autour du Titanic, des trucs parfois d'assez mauvais goût. Après bon le bon goût évidemment c'est quelque chose qui est tout relatif, mais c'est vrai le que Titanic en Lego, le bon goût.
Voilà, de toute façon, mais tu vas trouver des glaçons titaniques, tu vas trouver des porte-clés, énormément de choses. Bon, après, voilà, c'est vrai que c'est un événement qui date d'il y a un siècle maintenant, donc c'est encore différent. C'est pas comme si on faisait quelque chose sur sur la Shoah ou sur le génocide des Tutsis. Ça a pas la même connotation, quoi. Mais c'est vrai que par contre, il y a aussi tout un business qui va se développer autour des objets liés au Titanic. Alors pas ceux qu'on repêche sur l'épave, puisqu'à part le charbon, on n'a pas le droit de les vendre. Mais par contre, tout ce qui est objet des passagers qui appartenaient à des passagers, à des membres d'équipage, mais qui étaient restés chez eux à terre, quoi, leurs objets personnels, des choses comme ça. Ça se vend souvent aux enchères aujourd'hui. Et des lettres, par exemple, écrites par un officier, des choses comme ça, ça peut se vendre avec, plusieurs zéros derrière. Là, hein. On parle vraiment de vente. Ouais, on va être sur du 10 000, voire 100 000 $ par moment. C'est des très très grosses sommes. Ce qui finit par poser un problème, en fait, parce qu'on a tout un tas de documents comme ça précieux qui partent dans des collections privées et qu'on ne retrouve plus jamais, en fait. Alors, quand on a de la chance, l'acquéreur va plutôt essayer de rendre ça public. Par exemple, on a retrouvé tout un paquet de lettres qui appartenaient au chef officier du Titanic, qui est un personnage en plus qu'on connaissait assez peu, et la personne qui a fait l'acquisition de ces lettres a eu la gentillesse d'en faire un bouquin auto-édité. Ce qui fait qu'on a maintenant, très facilement accès au contenu de ces lettres. Ça, c'est très pratique. Mais le problème, c'est qu'ils font pas tous ce genre de choses. Et donc, assez souvent, on va voir ce genre de trucs. Et après, en plus, le problème, c'est qu'il y a aussi du faux, notamment sur eBay, par exemple. Moi, je me souviens, il y a quelques temps, on avait une pote qui avait trouvé sur eBay un gars qui vendait une montre d'un officier du Titanic, une supposée montre assez chère. Il la vendait pour 500 € seulement, sachant que c'était une montre qui était censée être gravée avec le nom de l'officier, la mention Titanic. Donc vraiment, c'était censé être authentique, et en fait, c'était du bidon, quoi. Ouais. Mais il y a moyen de se faire de l'argent là-dessus, et donc il y a beaucoup de trucs qui se passent comme ça, ouais. Il y a Miss Angora qui nous dit qu'il y a une expo qui devrait ouvrir l'année prochaine à Londres concernant les objets appartenant aux passagers du Titanic. Tu es au courant de ça ? Ouais, je crois que j'en ai entendu parler. Ça doit être une des expositions itinérantes, en fait, de la RMS Titanic, la société qui gère les objets. Ils ont des expositions itinérantes qui tournent. Alors, elle était déjà passée à Londres il y a une dizaine d'années, donc là, elle doit y être de retour, ouais. Et elle était passée à Paris aussi en 2013, donc il tourne. Après là, moi j'en avais pas entendu parler depuis quelques temps, je savais pas trop où elle était, parce que je suppose en plus qu'avec le Covid, ils avaient dû un peu limiter les choses, mais c'est cool si elle continue à tourner, ouais. À une bonne majorité, les gens ont vraiment envie que tu nous parles de la recherche de cette épave. Alors on va commencer par ça. En fait, l'épave du Titanic, déjà en 1912, les gens voulaient la récupérer. Et puis aussi, éventuellement, alors il y avait toute une spéculation. Par exemple, il y avait des gens qui se demandaient, alors comme tout le monde pensait que le Titanic avait coulé en un seul morceau, les gens se disaient, est-ce que les gens auraient pas pu se cacher dans les compartiments étanches et être encore en vie au fond de l'eau et ce genre de choses. Bon, ça c'était tout à fait impossible, ça marche pas comme ça. Et puis il y en avait d'autres plus pragmatiques qui notamment auraient voulu récupérer les corps des passagers les plus riches, John Jacob Astor et Benjamin Guggenheim, et qui se disaient pour ça il faut faire remonter l'épave à la surface. Et donc il y avait eu des réflexions autour d'une idée, faire péter des charges explosives pour secouer l'épave et la faire remonter, des choses comme ça. Et puis finalement le corps d'Astor a été récupéré, celui de Guggenheim on n'a jamais retrouvé, mais ils ont fini par se rendre compte que de toute façon le projet n'était pas réalisable, parce que l'épave était juste trop profond, en fait. Et que donc pour descendre à cette profondeur-là, il y a une pression de fou. C'est vraiment dangereux, c'est très cher. On est à combien? Donc pendant longtemps, c'était presque 4 km. Okay. Donc c'est long pour descendre là-dessous. Évidemment, impossible d'y descendre en plongée, en combinaison. Un être humain à cette profondeur-là, ça devient un apéricube en fait. Donc vraiment, il fallait des moyens.
Et puis alors on avait un problème en plus, c'est que l'océan c'est grand, il faut localiser l'épave. Et là-dessus on partait pas gagnant parce que la position en fait du SOS, la position qui est devenue pendant longtemps la position historique du naufrage, eh bien elle était erronée, elle était 13 ou 14 miles je crois trop à l'ouest. Parce que à l'époque la façon dont on faisait les calculs était un peu précaire d'une certaine manière, que là en plus dans l'urgence ça avait été un peu plus compliqué, et puis personne s'en était rendu compte parce que le capitaine du Carpathia avait bien fini par retrouver les rescapés sur sa route sans problème, donc il s'était dit que c'était la bonne position. Et du coup, c'est vrai que ça troublait encore plus le jeu, parce que du coup, les gens qui allaient chercher l'épave à cette position-là, ils trouvaient rien, logiquement, puisqu'elle n'était pas là. Donc ça a fait que pendant pas mal de temps, on a eu des projets plus ou moins sérieux, mais qu'on n'y arrivait pas. Il y avait aussi les espèces de savants fous qui proposaient des idées complètement dingues pour essayer de remonter l'épave si on la trouvait, du genre on va la remplir de balles de ping-pong, des histoires comme ça, mais bon, jamais ça n'a vu le jour. Sur la localisation exacte, est-ce que le dernier SOS il a été envoyé longtemps avant que le navire ne coule vraiment, ou ça s'est passé comment? Il y avait quand même une liaison continue à un moment donné, ou c'était des relais justement? Globalement, ils ont envoyé des messages à peu près jusqu'au bout, et ils ont envoyé en permanence. Enfin, le capitaine m'avait calculé une première position qui a été envoyée dans le premier message de détresse, et ensuite il y a un des officiers qui en a calculé une deuxième plus précise, mais toujours erronée, qui a été envoyée encore dans les messages suivants, et donc c'est la dernière qui a été prise en compte. Sauf que cette position-là n'était pas au bon endroit, mais parce que pour calculer la position d'un navire, en fait, c'est assez compliqué, il y a des calculs assez compliqués à faire, et notamment, ils étaient obligés de se baser autrement sur le dernier point qui avait été fait, puis d'essayer de calculer, on a parcouru tant de distance dans telle direction, mais on peut pas forcément tenir compte des courants, il y a tout un tas de choses comme ça à prendre en compte. Donc dans le cadre du naufrage, c'était assez logique que la position soit légèrement erronée. Et du coup, ça a posé ce problème-là. Après, il se trouve que le Carpathia est allé dans la bonne direction, puis qu'au petit matin, en fait, ils ont retrouvé les rescapés sans trop de problèmes, parce que il y avait un des officiers qui avait pris une petite boîte de fusées dans son canot, et qui a tiré ses fusées pour se signaler, et le Carpathia lui-même a tiré ses fusées, et ils se sont retrouvés comme ça. Ce qui fait que le capitaine du Carpathia était persuadé qu'il était arrivé à la position qu'on lui avait indiquée, alors qu'il était nettement plus à l'est. Et donc forcément ça nous envoyait sur une fausse piste. Alors dans les années, je pense que c'est les années 70, on a un milliardaire, Jack Grimm, qui était un peu un illuminé. Il avait cherché, il avait fait des espèces d'expéditions pour retrouver l'arche de Noé, je crois, par exemple. Donc ça pose un peu le niveau du bonhomme. Et là, son nouveau fantasme, c'était de trouver le Titanic. Plusieurs expéditions très coûteuses, sauf qu'il a manifestement pas cherché au bon endroit, même s'il n'était pas très loin. Et donc, il a rien trouvé. Et puis finalement, il y a eu la découverte de l'épave en 85. Et donc on a, je vais vous raconter d'abord la version officielle pendant longtemps. Ce qui a été la version officielle pendant longtemps, c'était qu'on avait un passionné, Robert Ballard, qui bossait dans un institut océanographique du Massachusetts, qui avait mis en place une expédition parce qu'il rêvait de découvrir le Titanic. Et c'était une expédition qui s'était faite en partenariat avec l'Ifremer, donc un institut français. Et en gros, il y avait deux équipes, une américaine, une française, qui devaient se relayer pour scanner le fond de l'océan dans cette région qui les intéressait, jusqu'à ce qu'ils trouvent le Titanic. Et donc, finalement, les Français auraient commencé, n'auraient rien trouvé, et Ballard, à la fin, a recommencé à scanner. Et puis, au tout dernier moment, dans les derniers jours de la campagne de fouilles, il est tombé sur une forme. Et quand ils ont regardé ce que c'était que cette forme, en fait, c'était une chaudière. Une des chaudières du Titanic, et puis en cherchant à côté, ils ont fini par trouver la partie avant du Titanic, et puis ils sont revenus l'année suivante pour explorer vraiment le site avec de meilleurs outils. Et donc ça a été longtemps la version qu'on considérait comme acquise. Et finalement, à la fin des années 2000, Robert Ballard est revenu sur cette histoire et a apporté de nouvelles informations, a expliqué
que c'était un petit peu plus compliqué que ça. Et qu'en fait, s'il avait réussi à avoir les financements, c'est que... Et s'il avait fait ça avec les Français et que c'est les Français qui avaient commencé, c'est parce que, en fait, il avait été payé par le gouvernement américain pour rechercher aussi 2 épaves de sous-marins nucléaires qui avaient fait naufrage quelques temps plus tôt. Et il fallait les retrouver discrètement, on était encore dans le contexte de guerre froide, donc fallait pas que ça se sache trop. Et donc en fait l'expédition Titanic était une couverture, quoi. Ballard il avait négocié pour faire cette expédition sans trop faire de vagues. Et du coup, il avait réussi à localiser comme ça son épave finalement après ça. Et donc après, on a encore un nouveau mystère qui se rajoute derrière, ou en tout cas une autre supposition, c'est que on se demande si Ballard n'a pas un petit peu enjolivé son histoire, et si c'est si hasardeux et miraculeux que ça qu'il ait trouvé l'épave, parce que on a des rumeurs qui sont assez étayées, mais qui seront certainement déclassifiées plus précisément dans les temps qui viennent, selon lesquels des navires de la marine britannique, notamment, en faisant des exercices et des patrouilles et des sondages de la profondeur de l'océan, avaient déjà dans les années 60, je crois, repéré une grosse épave en 2 morceaux. Et donc, peut-être que Ballard était au courant de ça, et que du coup, il savait où il fallait qu'il aille chercher, en fait. Donc, il a mis en scène le fait qu'il avait découvert ça par hasard, mais peut-être que, en fait, il avait l'adresse, quoi. Donc, il y a toutes ces... Ouais. Et quand tu dis que ça sera peut-être déclassifié dans les années qui viennent, ça, c'est... On sait quel est le temps qu'il faut attendre pour que ça soit... Alors je sais plus la date attendue, mais je crois que c'est dans les... Je sais pas si c'est 2027 ou une histoire comme ça, mais je me trompe peut-être totalement. Bientôt alors. Ouais. Mais je crois que ça se rapproche, ouais. Parce que bon, ça fait un moment qu'on en parle. Notamment les Français en parlent beaucoup. Paul-Henri Narjolet, qui a fait plusieurs expéditions sur le Titanic, avait un jour écrit une lettre ouverte à Ballard en lui disant hey, Coco, tu te réappropries un petit peu tout le truc, mais t'oublies de dire qu'il y avait tel bateau qui avait circulé dans le coin aussi et qui peut-être avait donné des infos et tout. Et donc ouais, il y a ces histoires-là, et c'est vrai que du coup, ça remet en question un peu le récit du glorieux découvreur, d'autant que Ballard, pour le coup, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de business et beaucoup de mise en scène de lui. Il y a énormément de bouquins, par exemple, écrits par Robert Ballard au sujet d'épaves. Il a pas fait que le Titanic, il a fait le Bismarck, le Lusitania, tout un tas de trucs. Et c'est souvent, le bouquin s'appelle Robert Ballard's Titanic, et en fait, c'est écrit par quelqu'un d'autre, et il y a juste son nom sur la couverture pour faire bien. Donc il y a vraiment un gros business, et c'est vrai que c'est une figure du coup un peu controversée, à la fois assez idéalisée parce que du coup il fait énormément d'interventions partout, mais d'un autre côté oui, peut-être moins honnête et chevalier blanc qu'on le pense. Et donc en tout cas c'est vrai que ça a été la première expédition. Puis alors, ensuite il y en a eu d'autres, dès 86 ils y sont retournés, ils ont commencé à photographier le site. En 87, l'Ifremer, qui s'était engueulé avec les Américains, est revenu, et c'est là qu'ils se sont associés à la fameuse RMST pour récupérer des objets. Et puis il y a eu comme ça tout un tas d'expéditions dans les temps qui suivent. Les Russes aussi sont venus se joindre à la partie, alors qu'on était encore en fin de guerre froide. C'est assez intéressant, on a eu une expédition américano-soviétique, et avec des Canadiens aussi, en 90-91 il me semble. Qui visait à faire notamment un grand documentaire en IMAX pour diffusion dans les cinémas qui s'appelait Titanica. Donc il y a vraiment eu aussi beaucoup de volonté de mettre en scène cette épave à la télé, dans des documentaires, mais avec des fois des trucs un peu discutables là aussi, c'est-à-dire qu'on a trouvé par exemple... justement, après les premières remontées d'objets, ils ont tenu absolument à remonter une valise et puis à l'ouvrir en direct à la télé pour le show, quoi. Donc ça plaisait pas à tous ceux qui conduisaient l'expédition, mais bon, c'était le côté mercantile derrière. Il y a eu des expéditions où on a fait venir aussi des navires de croisière pour assister à la remontée d'objets, des choses comme ça. Donc c'était là aussi quelque chose d'assez kitsch. Il y a eu un partenariat avec une marque de bière qui était censée se trouver à bord pour aller récupérer des bouteilles. Enfin, il y a eu des trucs bizarres. On est aussi descendu poser l'urne d'un gars qui n'avait rien à voir avec le Titanic, mais simplement
il voulait être inhumé là, et c'était le pote de gars qui participait à l'expédition. Donc là aussi, ça a fait vraiment débat parmi les gens qui menaient l'expédition, parce que si on commence à enterrer des gens sur le Titanic, combien on va en mettre? Je crois que c'est autour de 2001 qu'il y a eu aussi des gens qui se sont mariés sur l'épave. Et genre, ils sont descendus et ils sont descendus dans le sous-marin pour se marier, ouais. Mais alors là, c'est aussi dans le cadre d'une campagne de com un peu bizarre, c'est-à-dire qu'en gros, il y avait une entreprise qui faisait des plongées plus ou moins touristiques, et un gars avait gagné un concours et il avait dit, bah tiens, moi je veux me marier, je veux en profiter pour me marier sur l'épave avec ma compagne. Et du coup, l'entreprise, voyant qu'il y avait un coup médiatique à faire, avait dit, bon bah banco. Alors évidemment, ça avait fait polémique, hein. Il y avait plein d'associations et tout ça qui avaient dit, mais non, faut pas, quoi. Et alors leur défense, c'était de dire, écoutez, la plupart des couples qui se marient à l'église, ils passent bien dans un cimetière avant. Et ben, nous, c'est pareil. Donc voilà, il y avait un côté vraiment... Jean-Michel voilà, Waouh, incroyable. Donc il y a vraiment tout ça. Et puis alors effectivement aujourd'hui on a des problèmes autour de l'épave, c'est que notamment il y a beaucoup de pollution humaine en fait sur l'épave, parce qu'avec tous ces bateaux qui passent au-dessus par exemple, on commence à retrouver énormément de gobelets en plastique, de trucs comme ça sur le site. Donc c'est toujours un peu perturbant quand t'as des artefacts de 1912 et puis qu'au milieu t'as une canette de coca, quoi. Ou des trucs comme ça. Il y a aussi le fait que les sous-marins par exemple larguent leur ballast pour remonter, donc on a été obligé de déterminer des zones précises en leur disant voilà, vous ne larguez qu'à ces endroits-là parce que sinon c'est le bordel. Donc il y a tous ces enjeux-là. Puis alors ce qui est intéressant aussi, c'est que l'épave c'est en train de devenir en fait une sorte d'être vivant. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de formes de vie qu'on ne connaît pas ailleurs, parce que c'est vraiment un écosystème très bizarre qui s'est développé là, notamment parce que on a un navire qui est arrivé au fond de l'eau avec des provisions de bouffe, avec des cadavres, avec du bois, tout un tas de choses, et du coup ça nourrit énormément d'organismes qui normalement ne se nourrissent pas comme ça. À cette profondeur-là. Et donc, le Titanic abrite des trucs qu'on n'avait jamais vraiment vus, à tel point d'ailleurs qu'il y a même des bactéries qui portent le nom de Titanic. Et du coup, d'une certaine manière, oui, l'épave est en train de se transformer en être vivant, notamment parce qu'il y a, je vais essayer de vous trouver une photo de ça, il y a des espèces de petites formations qui se créent à partir de l'acier, et qui forment comme des stalactites en fait. Sauf que ces stalactites, donc c'est vraiment des êtres vivants. Elles sont tombées en fait de l'épave, et elles s'accumulent à son pied, et on en trouve autrement sur le navire lui-même, et sur l'épave, ce qui fait que le Titanic, si vous regardez des photos de l'épave, c'est vraiment quelque chose d'assez fantomatique et spectaculaire, avec ces formations vivantes, avec vous allez avoir des poissons, tout un tas de formes de vie qui se baladent là-dedans. Et qui sont vraiment très, très inhabituels, quoi. Ouais, donc là on est vraiment tout à la proue, et il y a tout là sur cette photo, tu vois, il y a des végétaux, il y a une espèce d'animal bizarre qui s'accroche, il y a ces fameuses là formations qui se nourrissent en fait de l'acier, qui bouffent l'épave petit à petit. Et donc petit à petit en fait l'épave vit, quoi. Et on sait à peu près dans quelle année environ ça n'existera plus, ça va tomber en ruine, ou... C'est compliqué à dire parce que ça fait source de beaucoup de débats vu qu'il y a des enjeux. Là par exemple c'est la baignoire de la cabine du capitaine. Et la baignoire est très bien préservée, et on voit aussi toute la tuyauterie à gauche. Tout à fait. Et alors cette baignoire-là, pour le coup, par exemple, il semble qu'aujourd'hui, c'est bon, elle n'est plus visible. Tout cet étage-là s'est effondré, par exemple. Donc en fait, elle va pas forcément disparaître, l'épave, d'un coup, mais elle va petit à petit s'effondrer sur elle-même. Et donc, c'est
selon les estimations les plus pessimistes, ça disait en 2030 il y aura déjà plus rien. Bon, a priori on n'est quand même pas à cette extrémité-là, mais elle se dégrade petit à petit, quoi. Puis c'est un site qui est assez immense. Et alors après il y a aussi tout ce qu'on appelle le champ de débris, c'est-à-dire toute une zone où sont tombés en fait tous les morceaux qui étaient dans la partie qui s'est cassée en deux. Et donc là on trouve de tout, des objets, des chaudières, puis alors ce qui est spectaculaire aussi, c'est comme finalement c'est de l'eau, enfin comme ça entouré d'eau, les objets sont tombés très lentement vers le fond de l'océan, ce qui fait qu'ils ont été globalement bien préservés. Donc on peut retrouver des objets très fragiles, la vaisselle, des choses comme ça, qui sont arrivés au sol. Je vais d'ailleurs t'envoyer une photo, là tu vas voir, qui est assez intéressante. Donc là, ce sont des assiettes en fait qui, alors a priori, étaient dans une caisse, et la caisse en bois a disparu et les assiettes sont restées là. Et donc maintenant, elles ont été remontées et elles font partie des objets qui sont exposés. Donc là, et puis devant, je pense que ce qu'on voit, c'est un morceau de charbon au premier plan. Donc là, c'est... Et effectivement, on trouve énormément d'objets qui n'ont eu aucun problème à l'atterrissage et qui finalement risquent beaucoup plus à la remontée. Parce que quand ça arrive à l'air libre, là, il faut en fait les replonger très vite dans l'eau et puis leur faire subir un traitement chimique à base d'électricité notamment, parce qu'autrement, c'est quelque chose qui se désagrège très vite. Et d'ailleurs, il y a eu des objets, je pense, qui ont été au départ détruits parce qu'on y allait trop vite, quoi. Ah, c'est fou. Mais on a des trucs fous. Alors on a beaucoup de tissus de cuir, des chaussures par exemple, des vêtements de façon plus large. On a des billets de banque qui ont été repêchés. Je vais essayer là aussi de t'envoyer la photo, parce que quand même c'est dingue de voir qu'on a réussi à sauver ça. On a même des ouvrages en fait, donc c'est quelque chose de fou, notamment parce qu'en fait à cette profondeur là globalement alors c'est notamment tous les objets qui étaient dans des valises en cuir par exemple, qui n'ont pas été attaqués, ou dans des portefeuilles, des choses comme ça. Quelqu'un demande si on retrouve des squelettes. A priori non, parce que ça justement les corps en général ont été bouffés. Et par contre, ce qui va rester, c'est les chaussures que les organismes n'arrivent pas à digérer. Le bois a totalement disparu, en général. Sauf dans certains endroits. Par exemple, dans la salle de réception, on voit encore très bien les boiseries, parce qu'elles étaient peintes avec une peinture qui manifestement plaît pas aux bactéries qui n'arrivent pas à la digérer. Et donc ces boiseries-là existent encore, alors qu'ailleurs, il y a des cloisons qui ont carrément disparu. Donc voilà, c'est très particulier comme truc. Et puis alors évidemment après quand on les remonte, on arrive à les restaurer, et on retrouve des bijoux, ce genre de choses. Mais par contre oui, comme je disais, pas tout ce qui est corps, on n'a pas retrouvé sur l'épave, hein, très clairement. Il y a parfois ça fait un bail, hein. Voilà, il y a parfois des rumeurs, mais on a priori non. Même si par contre, on suppose quand même, enfin, quand on retrouve des chaussures liées, enfin pas liées, mais des chaussures qui sont tombées à peu près au même endroit, mais dans une position un peu bizarre, on peut supposer que c'est qu'en fait il y avait originellement quelqu'un dedans qui est arrivé jusqu'au fond de l'océan avec, et puis que la personne a disparu et que les chaussures sont restées. Donc c'est quelque chose qui... Voilà. Et l'objet le plus insolite retrouvé, je saurais même pas dire, parce qu'il y en a tellement de... Il y en a tellement d'étranges, enfin pas étranges, mais si on a retrouvé voilà, il y avait un passager qui bossait dans le parfum et qui avait ramené, enfin qui avait tout un tas d'échantillons, je crois, il avait tout un étui avec des échantillons de parfum, et je crois qu'on a réussi à les récupérer et à restaurer leurs odeurs. Donc c'est un truc assez dingue. On a
enfin à retrouver voilà l'odeur de ces échantillons qui avaient été bien préservés quoi. Donc c'est des trucs assez fous. Mais on a retrouvé des livres, on a retrouvé je pense des partitions de musique, enfin des choses un peu incroyables. Puis pareil, je te dis des valises où on va retrouver des vêtements pliés du coup et qui vont pouvoir être comme ça assez sauvés quoi. Après alors l'interdiction théoriquement formelle, même si on se demande s'il n'y a pas eu des fois des infractions. Théoriquement, on ne récupère que les objets du champ de débris, on n'a pas le droit d'aller récupérer dans l'épave. Dans l'épave même. L'épave même est censée être préservée. Et donc quelqu'un demande si on a plus d'infos sur la vie bactérienne. Alors oui, il y a énormément de choses. Après moi, je n'y connais rien, mais il y a énormément de choses. Si ça vous intéresse là-dessus, vous pouvez trouver. Il y a des études même qui ont été menées. Et alors, au fond de l'eau, comme ça, il n'y a pas de courant en fait qui peut abîmer, disperser les. Si, c'est très probablement d'ailleurs ce qui joue beaucoup sur l'usure de l'épave aussi au fil du temps, c'est qu'elle est exposée à des courants, elle est exposée à énormément de choses, puis il y a tout un tas de sédiments qui s'accumulent, de petits objets qui peuvent s'accumuler, tout ce genre de choses. Quelqu'un demande si on a retrouvé les automobiles. Alors on sait qu'il y avait une voiture à bord, une qui était en caisse, hein, on les mettait dans des caisses pour le voyage. Donc Jack et Rose n'auraient pas pu aller s'amuser dedans, ou alors il aurait fallu qu'en plus ils trouvent le moyen d'ouvrir la caisse. Mais en tout cas, on n'a pas retrouvé parce qu'on n'a pas pu aller jusqu'aux cales en fait. Hein. Les cales sont pas du tout, il n'est pas du tout envisageable, je pense, à l'heure actuelle d'y accéder. Il y avait eu un projet d'expédition pour rentrer dans la cale, mais c'était vraiment trop polémique là parce que vraiment il y avait le côté. Il y avait un peu un côté trop pognon quoi. Voilà, typiquement tu vois, ces chaussures là qui sont deux l'une à côté de l'autre dans une position un peu bizarre, c'est vrai qu'il y a des gens qui supposent que c'est le signe là qu'il y a quelqu'un en fait qui est mort ici. Mais c'est peut-être juste des bagages de quelqu'un qui sont tombés comme ça aussi, on sait pas. Et puis devant là, ce qu'on voit par exemple, c'est des morceaux des tuiles de lino. Les objets rouges et blancs là, ce sont des tuiles de lino qui sont assez standards sur le Titanic. Derrière, je pense que c'est un bassin de cabine, c'est une de ces bassines qu'on utilisait pour se laver. Donc là, on a un bon échantillon de ces objets qu'on peut trouver là sur le fond de l'océan. Alors on a remonté beaucoup de vaisselle au point que justement ils ont fini par donner des consignes comme quoi il fallait plus remonter de la vaisselle parce qu'on en avait trop. On a un peigne aussi là sur cette image. Oui. Tac, et j'en avais une autre, c'est quoi ? Ah c'est la même baignoire que tout à l'heure, c'est peut-être une autre ? Non, c'est la même, hein. C'est la même mais vue de dessus, ouais. Et puis vous voyez l'état de tout ce qui est autour, quoi. Le plafond et le mur sont déjà en train de s'effondrer, donc ça n'a pas duré. Hop là. Pardon, quelqu'un demande si des gens sont morts dans les canaux parce qu'ils se sont trop éloignés du Titanic et n'ont pas été trouvés par les secours. Non, tous ceux qui sont montés dans des canaux ont pu être sauvés, sauf ceux qui vraiment étaient passés par l'eau avant, avaient dû nager avant, et il y en a quelques-uns qui sont morts d'épuisement ou de froid dans les canaux dans ces cas-là, mais pas beaucoup. Mais autrement, tous ceux qui avaient embarqué dans un canot depuis le Titanic ont été sauvés au bout du compte. On a récupéré tous les canaux, ça sans aucun doute possible. Ah, on a c'est quoi ça ? L'escalier. Alors ça, c'est là pour le coup, je ne pense pas que ce soit le Titanic. Je me demande si ça serait pas plutôt cette photo-là. Elle m'évoque plutôt le Britannic, qui est le jumeau du Titanic, qui est en mer Égée. Et là, pour le coup, qui est visitable par des plongeurs.
L'épave du Britannique, d'ailleurs, a été découverte par le commandant Cousteau dans les années 70. Et là, pour le coup, on peut y descendre en plongée. Bon, c'est un site assez dangereux, mais elle est très très explorée. Et là, pour le coup, c'est une forme, on y trouve des formes de vie très très différentes, beaucoup plus vivantes. Et donc, pour descendre sur le Titanic, par contre, on utilise des sous-marins on peut descendre à cette profondeur, mais on utilise des sous-marins extrêmement perfectionnés et résistants à la pression. Et par contre, pour aller à l'intérieur de l'épave, on utilise des robots téléguidés, comme on voit dans le film d'ailleurs. On fait rentrer des robots qui peuvent se balader à l'intérieur, avec ce petit souci que des fois, comme c'est des robots en plus qui sont contrôlés par câble et ainsi de suite, des fois on a manqué d'en coincer à l'intérieur. Et notamment, c'est James Cameron qui est revenu dans les années 2000 sur l'épave pour visiter l'intérieur et pour faire un documentaire, les fantômes du Titanic. Et il a fait, il avait manqué de coincer un de ses robots, donc il avait été obligé d'envoyer l'autre le chercher. Enfin, c'était une histoire de fou. Mais voilà. Il y a plusieurs jeux Titanic. J'en ai trouvé un. Ah oui, il y en a pas mal. 8 balles. Il y en a pas mal. Souvent, c'est très mauvais, la plupart, mais. Mais il y a un jeu en réalité virtuelle pour visiter l'épave, notamment, qui est sorti il y a quelques temps. Il s'appelle comment ? Il doit s'appeler Titanic VR, je pense. Il est assez moche, dans mes souvenirs. Mais voilà, il permet de se balader à peu près sur l'épave, même si c'est un peu voilà. Le Titanic de Cyberflix, par contre, le plus vieux jeu sur le Titanic est le meilleur. On est assez unanime là-dessus. Et il est disponible sur Abandonware France, d'ailleurs. Pour ceux qui c'est quoi sont le but intéressés. du jeu ? Et ben celui-là, pour le coup, c'est un jeu d'aventure, c'est-à-dire tu mènes une enquête, une histoire d'espionnage à bord du Titanic. Et ils avaient reconstitué assez, pas non plus très fidèlement parce qu'ils n'avaient pas toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui et puis qu'on était en 96. Mais enfin, je trouve que le jeu a très bien vieilli et tu peux te balader à l'intérieur, parler à des personnages du coup fictifs. Ils avaient fait le choix de ne représenter dans le jeu aucun personnage réel. Par contre, ils en mentionnent, tu trouves beaucoup d'anecdotes dans le jeu. Il y a même un mode visite pour te balader, entendre parler des passagers, de tout un tas d'histoires à bord. C'était vraiment bien foutu. Et alors, ils avaient fait un truc d'ailleurs, quand tu parles à un personnage, ils avaient fait ça avec des animations. Alors c'était un peu bizarre, ils avaient photographié des acteurs en fait, et du coup il y a un côté très animation comme on trouve par exemple dans les Monty Python, c'est comme ça qui comparé, mais c'est très sympa comme ambiance, c'est très bien foutu, ouais. Et puis après, il y a eu toute à l'époque là où c'était la grande mode sur des jeux d'objets cachés. Il y en a eu 15 000, je pense, des jeux Titanic objets cachés, que ce soit sur l'épave ou sur le bateau. Ils en ont fait plein. Mais bon, là, c'est beaucoup plus cheap, on va dire. Ils disent qu'il n'y a pas de drapeau aussi. Il y avait sur le Titanic des drapeaux de la compagnie ou pas du tout? Alors, il y avait normalement sur le mât arrière, oui, de ce que justement, c'est ce que j'ai cherché hier avant de commencer le live. Je me questionnais sur quels étaient les drapeaux qu'on trouvait sur le Titanic. Et a priori, donc, on trouvait sur le mât arrière, par convention, le drapeau de la compagnie. Et sur le mât avant, le drapeau du pays où on allait. Et donc là, pour le coup, le drapeau des États-Unis. Et sur le mât tout à fait à l'arrière, le petit pavillon qu'on met tout à fait à la poupe, c'est là pour le coup un pavillon de la marine britannique, et dans le cas du Titanic, c'est celui qu'on appelle le Blue Ensign, c'est-à-dire un pavillon bleu avec le drapeau. Et c'était celui-là parce que c'était un privilège qui était accordé au bateau, donc les officiers et le capitaine appartenaient à la réserve de la marine royale, c'est-à-dire que c'était des officiers aussi qui pouvaient servir dans la marine militaire, et du coup ils avaient ce droit de porter ce drapeau-là, voilà. Le bleu là, celui-là ? Oui, celui-là, ouais. D'accord. Donc celui-là, c'est celui que je vais mettre à l'arrière, je pense. Voilà, c'est ça. Devant, enfin sur le grand mât, on a celui des États-Unis et non. Oui. Ouais. Et devant, sur celui à l'avant, ouais.
Et tout à l'avant, c'est un petit pavillon de pilote qu'ils mettaient au départ. J'ai regardé parce que celui-là, tu le verras pas sur les photos du Titanic en mer, parce qu'il l'a enlevé après. Mais du coup, je me suis demandé ce que c'était que ce drapeau-là, parce qu'on le voit pas sur la plupart des photos. Mais en fait, c'était un drapeau qu'on mettait uniquement au moment du départ, ce que j'ai compris. D'accord, ok. Donc il y a toute une symbolique. En tout cas, sur celui-là, il parle pas de la Whale Star. Il n'y a pas de vision des choses, tu vois. Par contre, il expliquait qu'on pouvait faire la différence sur les cabines. Effectivement, j'ai regardé, quand on regarde, alors moi je le vois très très bien, mais là, par exemple, tout ça c'est les cabines en fait avec les lits, et on voit la différence entre les cabines alors au moins de seconde et de première classe, qui sont pas spacieux, enfin qui sont spacieuses différemment. Oui. Enfin voilà, on arrive quand même à voir ce genre de différence, et je trouve ça rigolo. Alors en effet, c'est très étonnant, mais du coup sur les trois bouquins d'instructions qui accompagnent le Titanic, ils parlent quasiment pas du naufrage. Ils parlent surtout du bateau en tant que tel. Voilà, ici il y a des grandes cales, là il y a des cabines. Il a été construit Belfast. Enfin voilà, il y a les différentes caractéristiques techniques du navire, mais concernant le fait qu'il est coulé, il dit juste il se prend un iceberg, il coule, et il y a que 700 personnes qui sont sauvées parce qu'il n'y a pas assez de canaux de sauvetage, et après le naufrage, il y a eu des nouveaux standards de sécurité qui ont été mis, qui ont été ajoutés sur l'ensemble des navires. Donc c'est tout ce qu'ils disent à propos du. Ils s'étendent pas plus, quoi. Ouais, c'est très sommaire. Ça m'étonne pas trop. Après, c'est vrai que du côté du Titanic, de toute façon, il y a une grosse communauté de modélistes. Donc c'est très fréquemment qu'ils sortent de nouvelles maquettes, parfois très très précises, des trucs assez énormes, sans parler des gens qui les font à partir de rien. Moi je connais des gens qui ont fait des maquettes gigantesques, vraiment de A à Z, quoi. Et donc il y a des grosses communautés. C'est vrai que j'ai l'impression que dans ces communautés-là, finalement, c'est beaucoup plus le navire qui va intéresser de toute façon que son histoire. Ce qui n'empêche pas après qu'il y ait des gens qui s'intéressent aux deux. Mais du coup, on a aussi des gens qui sont vraiment passionnés par le bateau lui-même dans un degré très très précis, quoi, qui vont savoir précisément à quoi sert quel petit truc que tu trouves sur le pont à tel endroit, enfin qui vraiment sont capables de distinguer des détails extraordinaires. Donc c'est très rigolo après Du coup là le type dont je lisais le blog, il était là et il a cité plein de trucs en faisant référence qu'il y avait sur le bateau, et notamment c'est vrai qu'à un moment on utilise avec Lego là on utilise un espèce de téléphone, et je pense que ça représente un truc d'où l'air sort, ou je sais pas trop comment ce que c'est en vrai. Et le gars il te cite tous les noms des trucs, et moi j'étais là alors déjà il était 3h30 du mat, tu vois, et non je connais pas tout ça, quoi, j'ai pas mais forcément, voilà. mais en plus il y a un langage très spécifique, donc ça complique pas mal. Mais de ce que je vois, c'est vrai que après c'est justement c'est ce qui est intéressant avec le Lego, c'est que justement il y a forcément une schématisation de tout un tas de détails, et c'est intéressant qu'ils arrivent quand même à en mettre beaucoup, quoi. Ouais, il y a pas mal de détails. Alors du coup, je me suis un peu spoilée sur les canaux, donc je connais la réponse, mais je vous la donnerai peut-être à la fin. Savoir combien il y en a sur le Lego. Ça me va, comme voilà, je vous dirai ça à la fin. Et sinon, je crois que le type prenait les proportions du Titanic en Lego, et visiblement les proportions par rapport à une photo, j'ai eu l'impression, et il disait que ça semblait correspondre un peu, seulement en Lego ils l'ont fait beaucoup plus large que ce qu'il n'est censé être en fait. Ça ne m'étonnerait pas forcément, ouais. Voilà, ouais. Parce qu'il expliquait que pour une question de technicité de pièces, visiblement, la proportion de la longueur serait respectée, mais pas de la largeur. Parce que sinon ça aurait été beaucoup plus technique à faire, oui. Avec des pièces beaucoup plus petites, donc qui sont plus compliquées à assembler.
Donc, mais voilà, au niveau des proportions. Et donc, il y a bien 6 compartiments dans le navire, en fait, c'est ça, hein? Alors là, tels qu'ils les ont fait, je sais pas. Non, mais dans le vrai Titanic. Alors dans le vrai Titanic, il y en avait 16. Ah, il y en avait 16, d'accord. Oui. Là, du coup, il y en a 6. Je mets ça là-bas, je nous fais pas confiance. Voilà, merci. Ça me stresse. Là, il y en a 6, et c'est vrai qu'hier, tu parlais vachement de 6 compartiments, mais je pense que c'était pour les raisons. Alors les 6 de devant, oui, ceux qui ont été inondés, ouais. 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 Et voilà, enfin, du coup, je sais pas, il était parti sur un truc là-dessus, mais globalement, il est assez fidèle à ce qu'on pourrait attendre d'une maquette du Titanic sur pas mal de points, quoi. Et il paraît qu'on voit le gymnase, mais soit je l'ai pas encore fait, soit je l'ai pas identifié. Alors, si avance, alors c'est sur la partie avant, le gymnase, c'est plutôt vers l'avant. Ça doit être au niveau, oui, de la deuxième cheminée, je pense. Ouais, on regardera ça. Oui, quelqu'un demande si les doubles coques existaient à l'époque. Le Titanic avait un double fond. Comme ça, si jamais il s'échouait ou s'il était touché par en dessous par un rocher, une épave, un truc comme ça, il prenait pas l'eau tout de suite. Et puis ce double fond, à l'avant et à l'arrière, il remontait aussi le long des flancs pour le protéger aussi un petit peu. Donc il avait ça, mais il n'avait pas de double coque sur toute la longueur. Et on en a installé une ensuite sur l'Olympique, mais ce qui fait que ça a été des travaux de fou qu'on a dû faire sur l'Olympique à l'hiver 1912-1913. Il faut imaginer que pour rajouter la double coque et remonter les compartiments, il a fallu l'emmener dans les chantiers, on a dû enlever les cheminées, on a dû enlever une bonne partie de la déco intérieure. On a dû sortir les chaudières, les machines, pour transformer l'intérieur, puis tout remettre. Donc c'est un truc de dingue, quoi. En parlant de cheminée, il y en a 4 là, et il n'y en a pas une qui était factice. Si, la dernière. Ah. Et ça, c'est... Il y a vraiment tout des trucs comme ça, là. Il y avait toute une mode en fait, et c'était important de montrer qu'on avait autant ou plus de cheminées que le concurrent. Donc on en faisait souvent des factices. Alors après, elle n'était pas non plus totalement inutile parce que ce que je disais hier, c'est que c'est très important de bien aérer l'intérieur d'un bateau. Et du coup, en fait, la 4e cheminée, c'était comme une gigantesque bouche d'aération aussi, notamment pour les cuisines. Donc ça servait quand même bien. Mais d'ailleurs, on a un soutier pendant l'escale irlandaise qui est monté tout en haut de la 4e cheminée pour regarder l'horizon, pour regarder tout le coin, et le fait que ce petit visage là surgisse en haut de la cheminée plein de suie et tout avec son bonnet, ça a beaucoup effrayé certains passagers et il y en a qui étaient persuadés que c'était un mauvais présage et que c'était le signe que le navire était en danger et ainsi de suite. Enfin, il y avait des choses bizarres comme ça. Tu nous disais qu'il y avait quelques personnages qui étaient assez intéressants aussi du coup à explorer sur le Titanic. Oui, parmi les passagers, de toute façon, on va trouver énormément de gens très différents, en fait. Et c'est ça qui est aussi un peu intéressant, c'est que finalement, le Titanic, du coup, c'est une photographie aussi de la société de cette époque. Parce que ce soit en première classe, en deuxième, en troisième, on a tout un tas de gens qui autrement auraient été totalement oubliés s'ils étaient arrivés à bon port. Et là, comme ils ont tous été pris dans cet événement historique, eh bien, on les connaît. Donc c'est pour ça, par exemple, ceux que je vous ai montrés hier, là, ces familles de troisième classe, par exemple, dont on a parlé, s'ils n'avaient pas voyagé sur le Titanic, qu'ils aient survécu ou non, personne ne saurait aujourd'hui qu'ils existent à part leurs descendants. Et donc c'est vrai que c'est formidable pour les historiens parce que ça permet vraiment d'avoir tout un portrait de toutes les strates de la société. Et donc en première classe, on trouve vraiment tout un tas de gens très divers. Par exemple, on a un auteur de nouvelles policières, une espèce de proto-Agatha Christie, Jacques Futrelle, qui avait inventé un personnage qui s'appelle la machine à penser, qui résout des énigmes à distance, comme ça, des énigmes policières à distance, hein, qui est une espèce d'Hercule Poirot avant Hercule Poirot, quoi. Et Futrelle est mort sur le Titanic, mais c'était un de ces auteurs qui commençait à avoir une
une bonne carrière en fait, hein. Il commençait à avoir du succès et on se demande d'ailleurs s'il n'a pas inspiré un petit peu Agatha Christie et d'autres à cette époque. Et on va trouver aussi des sportifs. Et alors là, c'est intéressant parce que les sportifs à l'époque sont pas forcément aussi professionnels qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est pas toujours leur seule activité, sont souvent en fait des gens riches qui ont aussi le temps de faire ça. Par exemple, on a un champion olympique à bord du Titanic, un champion olympique d'escrime, c'est Sir Duff Gordon qui est actuellement, accessoirement un lord du coup britannique, enfin qui est un aristocrate britannique, mais il était aussi dans son passe-temps champion olympique d'escrime, pas longtemps avant d'ailleurs, hein, je crois que ça datait de 1908. Et sa femme, elle était conceptrice de lingerie. Elle avait ouvert sa maison de mode. Elle concevait de la lingerie qui faisait scandale. Alors bon, c'est de la lingerie qui fait scandale de 1912. C'est pas forcément la même chose qu'aujourd'hui. Mais voilà, c'était un monde un peu particulier comme ça. Et alors ce couple-là, d'ailleurs, ils ont une histoire assez étrange parce que ils ont tous les deux survécu. Et ils ont survécu dans le canot qui contenait le moins de monde en partant. Ils étaient que 12 dans un canot pour 40 personnes. Et comme tous les autres canots, en fait, à part un, ils n'ont pas pu revenir chercher d'autres gens parce que le problème, c'était qu'une fois qu'ils étaient éloignés du navire, s'ils revenaient, il y avait le risque que tout le monde monte d'un coup à bord de leur canot et que ça le fasse couler, quoi. Et donc, l'aspiration du Titanic, s'il coule, c'était un danger aussi, du coup ? Alors, c'est un truc dont tous les témoins parlent. Ils disent qu'ils craignaient tous que ça arrive et qu'en fait, c'est pas arrivé. Ils craignaient tous qu'il y ait de l'aspiration, puis en fait, bizarrement, ça n'est pas arrivé. Mais ils trouvaient ça super bizarre. Et donc en tout cas, c'était l'une de leurs grandes craintes. Et alors, sur ce canot, du coup, on a 12 personnes, dont 7 membres d'équipage. C'est-à-dire qu'il n'y a que 5 passagers dedans, dont uniquement 2 femmes. Et les 2 femmes en question, c'est cette Madame Duff Gordon et sa femme de chambre. Et ces gens sont un petit peu déconnectés des réalités, on va dire, puisqu'il semble que Madame Duff Gordon, je crois même que c'est elle qui le raconte a posteriori, parce qu'en plus elle en est fière, ce qui est pas bien malin, en voyant le Titanic couler, a dit à sa femme de chambre « Eh ben ma chère, votre belle chemise de nuit est fichue ». Donc elle avait un sens des priorités et des réalités assez pété. Est-ce que c'était premier degré ou est-ce que c'était de l'ironie ? On sait pas, parce que c'est une personne qui a l'air quand même assez lunaire, quoi, assez bizarre, et vous allez voir pourquoi ils sont un peu à côté de leur pompe quand même, tous. Parce que donc juste après, du coup, il y a un membre d'équipage qui leur dit, écoutez, nous là, on a tout perdu parce que vous avez encore de l'argent chez vous, quoi, quand vous allez débarquer, tout ira bien. Nous, par contre, on a perdu toutes nos affaires à bord, et en plus, notre salaire, par convention, s'arrête au moment où notre navire coule. Donc en plus, ils arrêtaient d'être payés. Et du coup, c'était les usages maritimes de l'époque, c'était quand même quelque chose. Et du coup, Monsieur Duff Gordon leur a dit, écoutez, moi ça me paraît normal, effectivement, je suis riche, donc je vais vous donner 5 livres sterling à chacun à l'arrivée, donc c'est l'équivalent d'un mois de salaire, pour vous dédommager, pour vous permettre de racheter vos trucs. Mais du coup, après coup, on a dit, c'est qu'ils voulaient les corrompre. Donc là, déjà, c'était pas forcément bien malin, ils voulaient les corrompre pour les empêcher de revenir. En fait, personne n'avait envie de revenir. Et puis surtout, une fois arrivé sur le Carpathia, cette bande de 12 gugus qui avaient survécu sur leur canot ont été assez crétins pour se faire photographier tous ensemble avec leur gilet de sauvetage, comme s'ils revenaient d'un pique-nique, quoi. Donc il y avait vraiment ce côté à côté de leur pompe. Ils avaient l'air de pas avoir compris la gravité de la situation. Ce qui fait que ça a fait polémique, parce qu'en plus c'était vraiment pas n'importe qui, comme je disais, ils avaient un titre de noblesse et tout, les Duff Gordon. Ce qui fait que quand il y a eu une commission d'enquête au Royaume-Uni, on n'a pas interrogé de passagers en temps normal, sauf eux 2 qu'on a convoqués, et Bruce Ismay, mais en tant que président de la compagnie. Mais eux 2 sont les seuls passagers convoqués en tant que tels pour s'expliquer, parce que ça faisait vraiment trop polémique en fait, la façon dont ils s'étaient comportés, alors que probablement qu'ils n'étaient pas du tout malhonnêtes ou malveillants, ils étaient peut-être juste cons.
Ouais, c'était vraiment... Ah bah c'était sympa comme aventure. Voilà, c'est ça. Ça fera un souvenir en rentrant. Bon, ils sont pas en train de sourire non voilà. plus. Ils sont pas non plus en train de sourire, mais c'est vrai que ça a un petit peu choqué les autres, quoi. Bah si, celle là, dans l'autre. Qui? Ouais, je sais pas, là, un petit... Non, elle sourit pas, elle est juste bizarre. Mais non. Et alors, du coup, Duff Gordon, c'est celui qui est derrière, qui a la tête à moitié cachée derrière une dame, là. Et sa femme, je sais pas laquelle des deux femmes c'est, et laquelle des deux et sa femme de chambre. Et donc voilà, ils étaient bien fiers. Alors ceux qui sont assis, je pense surtout, sont les marins, mais ouais. Donc voilà, c'était au petit matin, là, parce qu'on est vraiment, oui, je pense, le lendemain. Après, je pense que quand tu survis un truc comme ça, déjà, c'est un peu chelou quand même. Enfin, tu dois pas être... Voilà, de toute façon, c'est une expérience un peu particulière. Et puis, mine de rien, même si t'as conscience qu'il y a plein de morts, t'es quand même content d'être en vie, quoi. Voilà, il y a un peu de tout ça. Puis alors après, il y a des réactions bizarres. Par exemple, on a un couple, les Carter, qui ont divorcé pas longtemps après le naufrage. Et Madame Carter a utilisé notamment le comportement de son mari pendant le naufrage comme justification. Parce que le mari l'avait mise avec les deux enfants dans un canot et puis était parti avant même de s'assurer que le canot était parti. Et il est parti, il a réussi à trouver une place dans un autre canot. Et il se trouve que son autre canot est arrivé au Carpathia avant. Et elle disait dans son témoignage que quand elle est arrivée à bord du Carpathia, du coup, il lui a dit ah bah je pensais pas que tu survivrais et j'ai eu un bon petit déjeuner. Donc voilà, donc bon. Peut-être que c'était leur humour. Moi j'aurais pu te sortir ça. Peut-être que c'était leur humour. Je sais pas, dans j'arrive avec les enfants quand même, j'espère que tu fais. Non mais en mettant les enfants dehors. Ouais, non, mais bon. Mais dans ce cas, méfie-toi parce que elle, en tout cas, elle l'a utilisé dans le cadre du divorce après. Et ça a marché. Enfin, je veux dire, elle a obtenu. Ça a marché, oui. Je crois que le divorce, c'est plutôt bien. Bah, il devait y avoir d'autres trucs quand même parce que. Après, sûrement, voilà, que c'était autre chose, mais surtout que bon, c'est vrai que pour un homme de première classe assez célèbre, de toute façon, survivre était assez compliqué. Parce que bon, un inconnu de troisième classe, sa famille, ses amis sont contents. Une célébrité, par contre, on va dire beaucoup de mal. Après, on va dire, il aurait dû mourir, se sacrifier comme les autres, etc. C'est ce qui est beaucoup arrivé à Bruce Ismay, qui en plus était président de la compagnie. Mais c'est beaucoup arrivé à Duff Gordon, par exemple, qui s'est quand même pas mal isolé sur la fin de sa vie. Et c'est arrivé à d'autres, en fait. Il y avait vraiment cette injonction un petit peu à quand même ne pas être lâche d'une certaine manière, même si j'aime pas ces connotations-là, parce qu'on sait pas trop comment on réagirait dans ce genre de situation. Et donc c'est vrai que c'est pour ça que, par exemple, je vous avais parlé hier de Benjamin Guggenheim qui voyageait avec sa maîtresse à bord et qui était un gars, il était connu pour être un peu un dilettante, il s'était barré de l'entreprise familiale pour fonder son petit truc qui marchait moyen, mais il avait quand même le pognon de la famille, donc ça allait, il avait une maîtresse et je pense sûrement plusieurs, enfin voilà. Mais par contre, pendant le naufrage, on sait qu'une des dernières choses qu'il a dites et fait rapporter une passagère, en gros, c'était vous direz à ma femme que quoi qu'on puisse me reprocher par ailleurs, je suis mort comme il faut, quoi. Et il n'a pas du tout cherché à se sauver, par exemple. Donc il y a vraiment cette notion-là, et il y en a pas mal pour qui manifestement l'idée même de monter dans un canot alors que ça risquait de leur être reproché, en fait c'est ce qui explique que pas mal des hommes les plus en vue vraiment à bord avaient presque un intérêt à ne pas monter dans un canot parce que c'était vraiment un coup autrement à se faire démolir. Ouais. Voilà. Et inversement, quand on regarde les témoignages de marins comme des autres d'ailleurs, très souvent on va trouver, ils vont essayer de raconter qu'en fait ils ont sauté à l'eau et puis que finalement ils ont réussi à être récupérés par un canot, même s'il y en a beaucoup trop qui racontent ça pour que ça corresponde à ce qu'on sait réellement et à ce qu'on décompte réellement. Et donc en fait, il y en a certains qui, pareil, ont essayé d'enjoliver un petit peu leur histoire pour s'assurer de ne pas avoir l'air trop lâche, alors qu'il y en a d'autres qui assument totalement.
Par exemple, Lawrence Bisley raconte comment il a survécu. Et lui, c'est un petit peu, tel qu'il le présente, c'est un petit peu un hasard. C'est-à-dire que, comme la plupart des autres passagers de deuxième classe, il arrive à l'arrière du Titanic, là où il y a les canaux qui sont situés à l'arrière. Bon, c'est des canaux qu'on va charger après ceux qui étaient à l'avant. Donc ils attendent un petit moment, ils voient qu'on commence à tirer des fusées, tout ça, et c'est des canaux qui vont être nettement plus chargés que les premiers, parce qu'en plus il y a aussi les passagers de troisième classe dans le coin, donc on les remplit bien ces canaux-là. Et Bisley du coup il est à tribord et il se dit que son tour est encore loin, quoi. Et puis, à un moment, les officiers arrivent, disent toutes les femmes, vous descendez au pont en dessous et puis on va vous faire monter dans le canot. Elles descendent, elles montent. Et puis, un peu avant que les canaux partent, il y a un mouvement de foule. Il y a tout un tas des hommes qui sont restés sur le pont supérieur qui partent de l'autre côté vers bâbord. Et Bisley suppose que c'est qu'il y a eu une rumeur, qu'on a dit « Ah bah les hommes ont de la place de l'autre côté », alors que c'est totalement faux. De l'autre côté, on est encore plus sectaire, on fait vraiment monter aucun homme autant que possible. Et Bisley, mais vraiment là c'est de l'instinct pur, se dit « Bah non, moi je vais rester là, je vais pas bouger avec les autres ». Et ils sont comme ça, une petite poignée à faire ça. Et juste après, ils entendent crier d'en bas est-ce qu'il y a d'autres femmes sur le pont supérieur ? Donc ils s'approchent, ils leur disent non, il n'y en a plus. Elles sont toutes parties de l'autre côté. Et du coup, on leur dit écoutez, il reste encore un peu de place, vous ferez mieux de sauter, quoi. Et du coup, il saute dans le canot et c'est comme ça qu'il est sauvé. Et lui-même le dit, c'est vraiment miraculeux, c'est le fait qu'il n'ait pas bougé avec les autres qui lui a permis de sauver sa vie. Bon, voilà. Donc c'est comme ça, ouais. Voilà. Mais après, c'est vrai que Bisley, c'est un petit professeur de sciences. Ça n'a pas le même enjeu que quand tu es un grand patron de la haute société, voilà. Mais autrement, c'est vrai que quand tu es une personnalité un peu reconnue, c'est plus compliqué de survivre, quoi. Et puis, oui, dans les gens intéressants aussi, que je voulais mentionner puisque je parlais des sportifs, il y a 2 tennismen dont je voudrais vous parler parce qu'ils ont une histoire assez folle. Il y en a un qui s'appelle Carl Baer, qui a peut-être 27 ans au moment du naufrage. C'est un jeune avocat américain. Et en fait, il se trouvait en Europe parce que il était amoureux d'une amie de sa sœur, je crois, qui manifestement était elle aussi amoureuse de lui, sauf que la mère, par contre, de l'ami en question, n'était pas du tout d'accord. Et du coup, pour essayer de mettre fin à cette idylle naissante, elle avait décidé d'emmener la fille en voyage en Europe pour essayer de casser un petit peu cette relation. Et Carl Baer, qui était visiblement quand même un héritier de bonne famille, qui avait suffisamment d'argent et de temps à perdre, avait dit puisqu'elle part en Europe, je la suis. Et du coup, il avait stalké la famille de cette demoiselle partout où ils allaient pendant tout le voyage, jusque sur le Titanic. Et d'ailleurs, il les a tellement stalkés qu'ils ont été sauvés tous ensemble sur le même canot, et que finalement, la belle famille a fini par se résigner et accepter le mariage d'ailleurs après le naufrage, notamment vraisemblablement parce que Baer s'était quand même bien comporté de façon très attentionnée vis-à-vis d'eux pendant le naufrage. Et puis il y a un deuxième tennisman à bord, qui est encore plus jeune, qui est Richard Norris Williams, qui vivait avec son père en Suisse à l'origine, et là il voyage pour aller faire ses études aux États-Unis et s'engager dans des compétitions sportives de tennis. Et donc il fait ce voyage avec son père, et puis eux deux, n'étant que des hommes et n'ayant aucune femme avec eux en plus, considéraient qu'il était de leur devoir de rester à bord jusqu'au bout. Ce qui fait que quand le Titanic a vraiment été submergé, ils se sont mis à nager. Richard Norris Williams a vu la cheminée avant du Titanic s'effondrer sur son père et le tuer sur le coup. Et finalement, il a réussi à trouver place sur le fameux canot à moitié englouti dont je vous ai montré la photo hier. Donc ce canot où ils étaient une douzaine de personnes avec les pieds dans l'eau et même jusqu'aux genoux, pendant une bonne partie de la nuit. Et donc arrivé sur le Carpathia, il avait les jambes gelées et un médecin lui a dit monsieur, faut qu'on ampute. Et Norris, en bon tennisman, a senti que sa carrière risquait d'avoir des problèmes si on privait d'une partie de son outil de travail, et a refusé. Donc, le médecin lui a dit dans ce cas, il va falloir faire pas mal d'exercices.
Et Williams a eu de bonnes raisons de s'accrocher, puisqu'en fait, 2 ans plus tard, je crois, il commençait à gagner des tournois. Il a gagné la Coupe Davis, des choses comme ça. Et il a notamment gagné un championnat important avec son camarade rescapé, Carl Baer. Ils ont joué en double sur un championnat et je crois gagner quelque chose. Ce qui fait que vous avez à un moment un match de tennis en double par l'équipe américaine qui était représentée par 2 rescapés du Titanic. Ce qui est quand même un sacré truc. Ah, c'est ouf. Donc voilà, ça fait partie des... Et donc, dans le doute, si un médecin vous propose de vous amputer les jambes, demandez un deuxième avis quand même, ça peut servir. Donc il y avait déjà ce genre de personnes. Après, vous avez des gens de lettres. Alors moi, un que j'aime bien parce qu'il est un peu bizarre, c'est Archibald Gracie. Je vais t'envoyer sa photo d'ailleurs, parce que même sa photo, je trouve, représente bien le personnage. C'est un personnage un peu guindé, un peu vieux jeu. Il avait la cinquantaine, mais il faisait plus vieux dans ses façons de faire, quoi. Il était très maniéré. Et bon, c'était un colonel théoriquement, mais c'était aussi un historien plus ou moins amateur. Qui revenait d'Europe en fait après avoir fait un burn-out après l'écriture de l'ouvrage de sa vie, un ouvrage sur une bataille de la guerre de sécession, puisque son père était mort pendant la guerre de sécession, était un général, je crois, qui était mort dans une bataille un officier qui était mort dans une bataille de la guerre de sécession. Et du coup, Gracie s'était engagé dans ce gros ouvrage sur cette bataille, un ouvrage dont tout le monde dit qu'il est illisible tellement c'est dense et ampoulé. Mais bon, il en était très fier et du coup, il était parti se reposer en Europe et il revenait là sur le Titanic. Et bon, il semble qu'à bord, il stalkait un peu un groupe où il essayait de se faire bien voir de tous les gens connus à bord. Enfin, c'était assez particulier de refiler son livre aussi aux gens. Alors, il dit notamment j'ai croisé Isidore Strauss, mon livre l'a beaucoup intéressé. Je lui ai prêté 2 jours après, il me l'a rendu en me disant qu'il l'avait trouvé très intéressant. Alors, visiblement, c'est pas le genre de bouquin que tu lis en 2 jours, donc je pense que Isidore Strauss était surtout très poli. Mais donc voilà, et Gracie, alors lui, pour le coup, pareil, noblesse oblige, inconcevable de survivre tant qu'il y a des femmes à bord, donc il a passé le plus gros de la soirée à escorter des femmes de première classe jusqu'au canot, à vérifier qu'elles y montaient bien, et ainsi de suite, enfin très boy scout, quoi. Bon, c'est le genre de gars qui t'explique qu'ensuite, quand il a vu que les derniers canots étaient partis, tout de suite, la première phrase qui lui est venue pour exprimer son sentiment, c'est une phrase en latin de Virgile, de l'Énéide, donc tu vois, ça pose un peu le bonhomme, quoi, très empoulé. Et puis finalement, bon, il a eu la chance d'être emporté par une vague sur ce fameux canot retourné où ont survécu quelques gens. Et bon, il était bien épuisé à la fin, mais il a survécu. Et il se trouve que cette expérience l'a complètement épuisé durablement, puisqu'il est mort dès le mois de décembre suivant d'une pneumonie, il me semble. Mais en tout cas, il a consacré tous ces derniers mois à écrire un bouquin sur le Titanic. Et donc il a passé ces mois-là à recouper énormément de témoignages, à aller chercher plein de choses, notamment dans les enquêtes officielles, mais aussi en contactant des gens et tout. Et il en a fait un bouquin qui n'est sorti qu'après sa mort en 1913, mais qui est vraiment un de nos bouquins de référence, parce qu'en fait il a fait un tel travail de compilation de sources que bon, il y a du déchet évidemment, parce que il n'avait pas le recul nécessaire pour tout bien voir. Mais il y a énormément de choses qu'il a réussi à mettre en lumière, à retrouver, et du coup c'était vraiment un gros travail qu'il a fourni, et je pense qu'on lui doit beaucoup sur notre connaissance du naufrage. Finalement, c'était son chef-d'œuvre. Ben ouais, celui-là pour le coup est beaucoup plus lisible que son bouquin sur la guerre de sécession. Donc, alors quelqu'un demande si aujourd'hui on fait encore monter les gens par classe. Alors non, mais déjà sur le Titanic, en fait, on les faisait pas monter par classe. Simplement, il se trouve que les canots qui étaient les plus près des quartiers des officiers se trouvaient à l'avant. Et que à l'avant, c'était aussi l'endroit où débouchait l'escalier de première classe. Ce qui fait que les premiers passagers qui sont arrivés près des canots, c'était surtout des passagers de première classe. Et qu'ensuite, à l'arrière, c'était surtout des passagers de deuxième et troisième classe. Mais enfin, à la fin, on a fait monter aussi...
globalement, c'était pas volontaire si on faisait pas monter prioritairement les riches, quoi. C'était plus structurel, c'était plus une conséquence de la façon dont le bateau était fichu. Ce qui fait d'ailleurs qu'on a essayé de rattraper ça sur les navires suivants, de repenser un peu la façon dont les accès étaient pensés aussi, parce que c'est le problème. C'est une chose d'avoir des canaux de sauvetage, c'est une autre d'avoir des gens qui puissent y arriver facilement, par exemple. La 3e classe, c'était assez labyrinthique aussi, donc c'était pas simple de s'y retrouver s'il n'y avait pas quelqu'un pour te guider, par exemple. Plus encore si tu voulais retrouver des proches avant d'arriver jusqu'au pont. Donc c'était aussi un problème, et donc forcément, ça fait que c'était plus compliqué pour un passager de 3e classe de trouver les accès. Mais la catégorie à bord qui a le plus souffert du naufrage, c'est les hommes de 2e classe. Donc les hommes de 3e classe ont plus survécu en proportion comme en nombre qu'en 2e, donc c'est le statut social n'est pas le seul facteur qui a joué. Par contre, la langue a beaucoup joué aussi, c'est-à-dire qu'en 3e classe, par exemple, ceux qui ne parlaient pas du tout anglais avaient plus de risques de mourir que les autres. Parmi les anglophones, on va trouver plus de survivants, alors que les Bulgares, je crois que sur la 60aine de Bulgares, on en a que 2 ou 3 qui survivent, parce que ils parlaient beaucoup moins anglais, et que dans ces cas-là, il y avait un seul interprète à bord. Donc c'était pas simple de se retrouver. Quelqu'un demande le titre du livre d'Archibald Gracie. En anglais, il s'appelle The Truth About the Titanic, donc la vérité sur le Titanic, et vous le trouvez dans le domaine public sur Internet très facilement. Et en français, il s'appelle Rescapé du Titanic. Donc vous avez tous ces gens de lettres. Moi, il y en a une qui m'intéresse aussi, parce que ça serait bien quand même de montrer que c'était pas que des poilus non plus, qu'il y avait aussi des dames. Il y a Hélène Churchill Candy, qui est une personne assez intéressante. Je vais t'envoyer là aussi la photo, qui est à la fois autrice, militante féministe, décoratrice d'intérieur. Et quand je dis décoratrice d'intérieur, c'est vraiment au sens pointu du terme, c'est-à-dire que elle faisait des recherches assez profondes. Et puis vraiment, c'était en plus quelqu'un qui avait travaillé pour des pointures. Elle avait décoré notamment des trucs pour le président Roosevelt, donc c'était vraiment quelqu'un de bien implanté. Elle avait écrit aussi un bouquin féministe qui s'appelait « Comment les femmes peuvent gagner leur vie par elles-mêmes ». Donc un bouquin très novateur pour les années 1900. Et là, elle revenait pour le coup d'un voyage en Europe où elle bossait sur un gros ouvrage d'anthologie sur la tapisserie. Donc elle était allée visiter les tapisseries d'Aubusson, les trucs comme ça pour se documenter. C'était vraiment une grosse enquête. Et il se trouve qu'elle rentrait de façon un peu prématurée aux États-Unis parce que son fils venait d'avoir un accident d'avion, de se blesser dans un accident d'avion. Et donc elle venait à son chevet. Et donc c'était une personne assez voyante, quoi. Et on pense qu'elle a un petit peu inspiré Cameron pour le personnage de Rose, un petit peu. Et puis, comme femme encore plus badass, je pense, il y a la fameuse Margaret Brown, qu'on appelle Molly Brown. Je vais vous trouver, mais qui n'a jamais été appelée comme ça de son vivant. Je vous envoie l'image aussi. Alors, elle, pour le coup, c'est la riche qu'on voit dans le film ou pas du tout? Voilà. Alors, on la voit dans le film, jouée par Katie Bates. Le personnage du film lui rend pas du tout justice. Parce que c'est quelqu'un d'assez extraordinaire qui en fait était une fille d'immigrés irlandais qui avait vraiment grandi dans la pauvreté au départ dans le Colorado et puis finalement avec son mari qui lui-même n'était pas un gars bien riche. Ils avaient réussi à faire de l'argent dans des mines, quoi, dans l'industrie minière, et donc on avait des gens qui vraiment étaient partis du bas de l'échelle et puis qui d'un coup se retrouvent milliardaires, quoi. Là, pour le coup, c'était rare les gens qui se faisaient tout seuls comme ça d'un coup une fortune, mais eux, c'est leur cas. Et alors on est sur une dame qui, là, à l'époque du naufrage, vit séparée de son mari. Mais ils sont quand même en relativement bons termes, et puis surtout, elle refuse de divorcer pour des raisons religieuses.
Mais à côté de ça, elle est très engagée pour les causes féministes, très engagée aussi pour les causes sociales, notamment dans les années juste après le naufrage. Elle a milité quand il y a eu des grandes guerres, des grandes grèves dans le Colorado contre les grosses entreprises minières. Elle les a soutenues. Elle a soutenu le suffrage des femmes. Enfin, c'était vraiment quelqu'un d'assez badass là aussi du point de vue de l'engagement. Et donc on a aussi une photo d'elle d'ailleurs, je vais te la passer, qui est assez sympa. On la voit remettre une coupe au capitaine Rostron, le capitaine du Carpathia, pour remercier justement elle le faisait au nom d'un collectif de rescapés, pour le remercier d'être venu leur sauver la vie en fait. Donc voilà, ça c'est une photo qui a été prise peut-être un mois ou deux après le naufrage. Et donc là, vous avez à gauche le fameux capitaine Rostron qui a lancé son navire à toute vitesse pour venir au secours des rescapés et qui est donc considéré comme le héros. Le héros de l'histoire. Et alors, oui, quelqu'un qui dit que la coupe est sous l'eau en plus dans l'épave du Carpathia, eh bien, je crois pas. Je crois qu'en fait, elle est encore conservée par la famille et je me demande même si elle n'a pas été exposée quelque temps au musée de Liverpool. Maintenant, je crois qu'ils ont récupéré les trucs. Je sais qu'il y avait sa médaille aussi et je me demande si la coupe n'y était pas aussi, en fait, au musée et si c'est pas une histoire fausse, cette histoire. Parce qu'effectivement, le Carpathia a été torpillé pendant la guerre comme énormément de navires. Et du coup... Alors pourquoi je dis que le personnage du film ne lui rend pas justice, le personnage de Molly Brown, parce que dans le film, je trouve que Cameron est un petit peu binaire dans sa représentation. C'est en gros, les riches sont des emmerdeurs qui savent pas s'amuser, qui sont pas drôles, et les pauvres sont des gentils qui savent le sens de la vie, eux. Et Margaret Bourne, elle est présentée comme celle un peu vulgaire mais plutôt rigolote, qui est gentille comme ça, et qui choque parce qu'elle est vulgaire. Or, je pense que si elle choque beaucoup plus, à mon avis, c'est justement par ses engagements, par sa carrière, par ce genre de choses. Et je trouve que là, Cameron est passé à côté d'occasion. Par exemple, il aurait pu en faire, j'en sais rien, un personnage un peu qui représente par exemple son engagement féministe en secouant un peu Rose, en lui disant écoute, tu vas pas te marier avec un connard, alors que voilà, ça aurait pu être plus franco par exemple, plus respectueux de ce point de vue-là du personnage. Alors que là, du coup, ça se limite un peu à elle est cool parce qu'elle est grossière, quoi. Donc je trouve que c'est un peu léger. Mais ça, c'est Cameron qui est persuadé d'avoir fait un film quasiment communiste parce qu'il dit que les riches sont méchants, donc c'est un peu particulier, quoi. Il y a une certaine naïveté dans son approche sociale, quoi, qui est un peu mignonne, mais c'est particulier. Mais il faut pas que je m'énerve contre James Cameron. Mais non, il fait des choses bien. il est gentil, il est sympa. Non, en vrai, il y a des choses à reprocher. Un peu naïf, il est sympa. Non, c'est... Alors bon, si, on peut lui reprocher une chose par rapport à Titanic notamment, c'est qu'il a un peu abusé de la photocopieuse. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de scènes qui sont assez nettement repompées de films précédents sur le Titanic. Enfin, certaines, c'est au dialogue près, quoi. Donc oui, je pense qu'il a un petit peu tendance à abuser du plagiat, on va dire, même si... D'ailleurs, il y a des montages vidéo, vous pouvez trouver des montages vidéo qui comparent des mises en scène, des scènes, mais parfois des dialogues notamment, avec d'anciens films, où c'est assez net, quoi. C'est un hommage. Voilà, c'est un hommage. Voilà. Faut arrêter de voir le mal partout, hein. C'est vraiment... T'as cru que Avatar s'était pompé sur Pocahontas, c'est ça? Tout de suite. Question sur le Lego, là, on voit que les hélices sont toutes petites par rapport au Titanic. Si on fait re-rentrer le Titanic là dans le... Alors... Je vais te trouver une photo des images des hélices de l'Olympique. Je précise qu'il y en a deux, et là j'ai encore un truc qui tourne qui n'a pas été installé. Hein. Donc je sais pas s'il y aura un truc en plus là.
Mais en tout cas, oui, elles sont petites, c'est vrai. Alors après, c'est des pièces qui sont énormes quand on est en dessous, ça c'est évident. Alors là, je vais vous envoyer une photo des hélices de l'Olympique, pour le coup, puisqu'on n'a pas de photo des hélices du Titanic. Même s'il y en a souvent qui sont indiquées comme elles sont pas telles. si grandes en vrai par rapport au bateau. Voilà. Par rapport au bateau, je trouve pas. Par rapport aux bons hommes qui posent en dessous, oui. Bah oui, mais là, si tu mets des bons hommes, ils vont être tout voilà. petits aussi, quoi. Mais voilà, donc ouais, je pense que c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Je me demande si on n'a pas l'impression qu'elles sont plus grosses dans le film. Ouais, dans le film, elles sont immenses. Je sais aussi, mais après, parce que il y en a un qui dans s'en le film, prend il une, montre. non Oui, il y en a un qui tombe dessus. Quand le truc se lève, il y en a un qui... Ouais, il se prend pour Teddy Hawk, même il fait un 360. Ouais. C'est ridicule. C'est le moment du film que je trouve le plus ridicule possible, quoi. Enfin, il y a plein d'autres trucs avec Rose et Jack, mais... Mais pourquoi c'est ridicule ? Je sais pas, enfin, ce plan, je le trouve Là, vraiment... c'est peut-être... En plus, ça c'est fichu de l'humour à la Cameron, ça, parce que c'est... Enfin, tu vois, c'est vraiment le bonhomme... Voilà, paf, tu vois, enfin... D'accord, bah, tu penses qu'il y a des... Oui, bah écoute, il y a plein de gens qui meurent, et toi tu te dis, oh, alors lui, c'était vraiment ridicule. Ouais, désolé. Le gars, il se fait juger alors qu'il est en train de mourir, quoi. Tiens, il y a quelqu'un qui pose une question où là je vais pouvoir répondre par un truc foireux. Quelqu'un demande si le nombre de pales des hélices est respecté sur le modèle. Eh bien, le problème, c'est qu'on ne peut même pas le savoir avec certitude parce que on n'a pas de certitude absolue du nombre de pales des hélices du Titanic. Parce qu'on a un problème, c'est que sur l'Olympique, on a effectivement, là, comme vous voyez sur la photo, les hélices latérales avec 3 pales, et ça, sur le Titanic, on sait que c'est la même chose, on les a vues sur l'épave, et l'hélice centrale, elle en a 4. Et le problème, c'est que sur l'épave, l'hélice centrale du Titanic, elle est sous la vase, on ne la voit pas. Et aucune photo du Titanic ne montre les hélices, en fait. Et on a retrouvé récemment un carnet de commandes des chantiers qui montre que pour le Titanic, ils avaient commandé une hélice centrale à 3 pales. Parce qu'en fait, un navire comme ça, on le fait évoluer dans le temps pour tester un petit peu ce qui marche le mieux du point de vue de la stabilité, de la vitesse, etc. Et du coup, il semble que pour le Titanic, ils voulaient tester une formation avec une hélice centrale à 3 pales. Et du coup, forcément, ils n'ont pas pu faire le test jusqu'au bout, puisque le bateau a coulé. Et donc on sait qu'en 1913, ils ont remis une hélice à 3 pales sur l'Olympique pour faire le test, puis que finalement ils sont repassés à 4 pales. Et donc effectivement, aujourd'hui on théorise que a priori cette hélice centrale elle avait que 3 pales. Mais c'est là que vous voyez que les sources en fait sont compliquées parce mais que c'est ouf, là il n'y a pas de plan. Justement, alors les plans, si tu veux, les plans, ça va être les plans originaux qui servent d'abord à l'Olympique, puis ensuite on va retoucher des plans de telle pièce, de tel truc en faisant des modifications. Mais comme le Titanic, on le modifie quelques semaines encore avant le départ, on rajoute des vitres sur le pont promenade, des choses comme ça. Donc, du point de vue des hélices, on a ce carnet de commandes qui indique 3 pales pour chaque. Donc c'est l'équivalent finalement d'un plan de ce point de vue-là, parce que ça vient des chantiers, on sait que c'est solide. Mais par contre, comme les hélices, c'est quelque chose qu'on change très souvent sur un bateau. Parce que des fois ça s'endommage, des fois on en perd même, ça arrive. Donc c'est quelque chose, c'est fréquent qu'on essaye, tiens, si on en essayait des un peu plus grosses ou des un peu plus petites. Donc on fait plein de tests comme ça. Et donc le problème, c'est savoir laquelle a finalement été installée à ce moment-là. Et a priori, quand même, on a cette idée-là. Mais ce qui est frustrant, c'est qu'on le saura jamais, parce qu'en plus, on pourrait descendre voir sur l'épave, sauf qu'elle est complètement enterrée, et l'hélice en question, et que donc on le verra jamais, quoi. On le verra jamais. Mais je trouve que c'est marrant de montrer à quel point, justement, on peut toujours avoir des doutes. Et pareil, la fameuse horloge du grand escalier, là, cette grande horloge sculptée, etc., qu'on voit dans le film notamment, je vais essayer de retrouver une photo quand même pour montrer de quoi je parle. Pareil, le grand escalier, on n'a aucune photo du Titanic, on n'a que des photos de l'Olympique. Et du coup, forcément, on peut se demander à quoi ressemblait vraiment celui du Titanic. Et dans le cas de cette fameuse horloge, eh bien en fait, on sait que il y avait des problèmes de livraison. Et que donc, pas longtemps avant le départ, elle n'était pas encore installée, la petite pendule au milieu, ils avaient été obligés de mettre un miroir à la place. Et donc on ne sait pas si
ils ont eu le temps de l'installer ou pas, par exemple. Et là, on ne le saura jamais. Donc c'est des détails en fait, mais ça vous montre que le bateau est moins connu que ce qu'on pourrait croire, parce qu'il y a énormément de petites zones d'ombre. C'est fou. Est-ce que tout à l'heure quelqu'un disait que, je sais pas si c'est vrai ou pas, qu'un ouvrier pendant le chantier était tombé entre les deux coques? Alors, je crois que la légende de l'ouvrier coincé entre les deux coques, ça c'est faux. Ou piégé dans la coque, on a des variantes, ça c'est faux. Par contre, on a plusieurs morts sur le chantier. Ce qui est assez normal sur un chantier de cette ampleur à l'époque. Il y a plusieurs accidents mortels. En général, c'est plutôt des chutes, d'échafaudage, de trucs comme ça, parce que le chantier de construction du Titanic, c'est un gros truc. Et la mort la plus connue et la plus affreuse, c'est pendant le lancement du Titanic, donc le moment où on fait descendre le bateau dans l'eau pour la première fois. Et là, c'est une opération très 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 importante qui demande un gros travail de coordination, parce que successivement, on fait tomber tous les supports qui retiennent le navire sur terre et on le fait glisser sur du suif. Enfin, c'est vraiment un truc, il faut être millimètre, c'est coordonné à la seconde près et tout. Et du coup, il y a des gars qui doivent enlever comme ça ces supports d'un coup en se synchronisant. Et il y en a un qui a eu, je crois, qui était en partie écrasé par un de ces supports et qui allait mourir à l'hôpital juste après, parce que c'était vraiment là des blessures très graves. Mais oui, sur un chantier de cette ampleur, de toute façon, à l'époque, vu les règles de sécurité et tout ça, c'est un peu obligé qu'il y ait ce genre de choses qui soient arrivées. Ouais. Ça donne pas envie d'enlever, de participer à cette opération de mise à l'eau. De façon générale, de toute façon, bosser. Alors après, les ouvriers des chantiers navals Arland-Voile, pour le coup, étaient plutôt bien payés et relativement bien couverts. Mais enfin, c'était pas un travail que tu avais forcément envie de faire. Après, il y avait des possibilités d'avancement, évidemment, et de trouver des travaux moins compliqués. Mais oui, on parle de milliers d'ouvriers sur un chantier comme celui-là. Donc après, en plus, il faut savoir qu'ils construisent les deux en même temps, l'Olympique et le Titanic, côte à côte. Donc ça fait du monde, quoi. Ça fait beaucoup de monde. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui demandait si, avec des naufrages comme celui du Costa Concordia, qui a été pas mal documenté, et surtout on avait pas mal de vidéos de gens à l'intérieur qui paniquaient, de tout ça, et est-ce qu'en étudiant ces documents-là, ça peut nous permettre de comprendre les potentiels mouvements de foule ou autres qui a pu avoir lieu à bord du Titanic, ou est-ce que vu que c'est pas du tout le même naufrage, on peut pas transposer Alors je pense que non, déjà parce qu'aussi les gens sont très différents quand même à un siècle d'écart. Cette capacité par exemple à accepter l'idée que tu vas mourir, là, dans une heure, c'est pas forcément quelque chose à quoi on est aussi familier aujourd'hui, quoi. Donc il y a déjà ça qui joue. Et puis, tu vas avoir aussi le fait que le Costa Concordia, c'est vraiment un truc qui est brutal, quoi, d'un coup. T'as ce truc qui heurte des rochers, qui bascule d'un coup, c'est la panique, tout le monde est secoué et tout. Alors que le Titanic, comme je l'ai expliqué hier, c'est tellement en douceur que les gens se rendent pas compte au départ vraiment de ce qui se passe, donc c'est pas du tout le même genre de scène qu'on va voir. Après, il y a des trucs sûrement, des trucs un peu semblables. Moi j'ai souvenir du gros bordel que c'était, ce dont je me souviens dans les vidéos du Costa Concordia. On entend notamment qui disent « Oh merde, j'ai oublié ma bouteille à table », des trucs comme ça. Donc, mais parce que c'est vrai qu'effectivement dans ce genre de moment t'as aussi tes réflexes à la con, du genre tiens merde, j'avais payé une bonne bouteille, on va me la voler, tu vois. Mais c'est exactement le même réflexe à la con que tu as quand t'as l'alerte incendie au collège et que tu te dis merde, il faut quand même que je remballe mes affaires dans mon sac parce que il a coûté cher. Ou des conneries comme ça. Donc c'est
Mais c'est compliqué de bien comprendre parce qu'en plus il y a ce côté particulier. Le Titanic, ça arrive vraiment presque vers minuit, à un moment où la plupart des gens sont déjà couchés ou en tout cas en train de se mettre au lit. Donc là aussi, l'ambiance n'est pas la même que quand ça arrive au moment du repas, parce que t'as des gens qu'on est obligé de tirer du lit. Dans certains cas d'ailleurs, t'as des gens qui refusent d'en sortir, hein, qui disent on en a un dont on sait qu'il a carrément dit non mais il faudra plus qu'un iceberg pour me tirer du lit, quoi. Et il est mort. Hein. Donc il y a ça aussi qui joue. Et puis tu te retrouves avec tout un tas de gens d'ailleurs qui se retrouvent sur le pont en pyjama, en chemise de nuit. C'est très incongru en plus parce que du coup il fait froid, donc souvent ils ont le pyjama, la chemise de nuit et puis par-dessus quand même un manteau s'ils ont eu la bonne idée d'en prendre. Donc c'est très bizarre pour des gens qui 2 heures avant étaient en tenue de soirée dans leur plus belle tenue et là maintenant ils ont l'air un peu... c'est un peu incongru, quoi. Par exemple, Bruce Ismay, il est sauvé en robe de chambre. Parce que il est sorti de sa cabine en robe de chambre pour voir ce qui se passait, et qu'il n'a pas pris le temps de retourner s'habiller. Il a passé sa soirée ensuite à aider à faire monter des gens dans les canaux et tout, et du coup il n'a pas pris le temps de redescendre, ne serait-ce que passer des chaussures ou un manteau ou quoi que ce soit. Et ce qui fait que à un moment d'ailleurs, il tape une espèce de crise de panique près d'un canot. Il veut qu'on fasse descendre le canot plus vite parce qu'il a peur que le bateau coule trop vite et que du coup les gens meurent, ceux qui sont dans le canot, quoi. Donc il commence à dire descendez le plus vite, et il y a un de ses officiers qui le reconnaît pas, qui voit juste un mec en chemise de nuit qui gueule et qui lui dit tirez-vous, si vous voulez bien aller en enfer, j'arriverai peut-être à faire quelque chose, quoi, parce que là vous me gênez. Donc il y a ça qui joue aussi, quoi, cette ambiance totalement surréaliste. Ça se passe toujours bien, Kelly ? Oui, je suis en train justement de faire l'hélice centrale et elle a 3 pales. Ah. Et alors c'est qu'ils sont bien informés. Balèze. C'est qu'ils sont bien informés, c'est qu'ils ont dû avoir de bons conseils.